Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière où vous ne verrez pas ma tête puisque j'ai décidé de faire un nouveau type de vidéo qui consiste à vous présenter certains livres mais sous format un peu plus calme, un peu plus posé. Ça sera le nouveau rendez-vous qui s'intitule Lecture à la nuit. Un petit peu dans l'idée de lecture puisque je vais vous lire certains textes à voix haute et sur un ton un petit peu calme, posé, comme ça si vous voulez vous endormir, vous pouvez, si vous voulez juste profiter, vous pouvez également. Le but du coup ce serait de faire ce rendez-vous un petit peu régulièrement. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, en likant ou en me montrant tout simplement que vous avez apprécié. Et si vous avez des retours à me faire sur le débit de parole, sur, je ne sais pas, la force, l'intensité du son, n'hésitez pas à me le faire aussi pour essayer de m'améliorer. Je ne vais pas m'éterniser trop longtemps, je vais vous laisser avec la suite. Pour cette sélection, j'ai décidé de vous parler du coup des meilleures lectures que j'ai pu faire durant les 6 dernières années que j'ai passées sur Booktube. Et je suis allée du coup piocher les livres dans mes vidéos top de chaque année. Et j'ai sélectionné un seul livre, sinon on aurait passé plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, et ce n'est pas le but. Donc j'ai décidé de vous faire dans un ordre inverse de chronologiquement, donc une sorte de compte à rebours, en partant de une de mes meilleures lectures de l'année 2020, et remonter jusqu'à une de mes meilleures lectures de l'année 2015. On va commencer avec le premier livre qui est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Chapitre 1. Parce que leur histoire ne s'était pas achevée au bon endroit, au bon moment, parce qu'ils avaient contrarié leurs sentiments, il était écrit, me semble-t-il, que Jeanne et Tatiana se retrouvent 10 ans plus tard, sous terre, dans le Météore, ligne 14, violet clair, un matin d'hiver. Il était 9h moins le quart. Eugène, imaginez, portait un pantalon de velours noir, une chemise Oxford à carreaux bleu pâle col sage, une veste anthracite en tweed, une écharpe grise, probablement cachemire, effrangée aux extrémités, enroulée une fois, 2 fois, autour de son cou, et par-dessus un visage qui s'était apaisé. Depuis la dernière fois. Un visage dont les traits, depuis la dernière fois, avaient un peu desserré leur écriture. Il avait l'air moins dur et plus patient. Plus élastique, plus tendre, un visage rincé de son adolescence, celui d'un jeune homme qui a pris son mal en patience, celui d'un jeune homme qui a appris à attendre. Tatiana, figurez-vous, avait repensé à lui la veille au soir, ce qui aurait pu être une étonnante coïncidence, sauf qu'elle pensait à lui souvent. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui pensent parfois à des amours gâchés, il y a 2, 3 ou 10 ans. Ce n'est pas pire après 10 ans. Ça n'augmente pas nécessairement avec le temps. Ce n'est pas un investissement, le regret. Il n'y a pas toujours de quoi en faire toute une histoire. Mais pour ces deux-là, vous m'excuserez de faire une exception. Regardez comme ils chancellent de se revoir. Regardez un peu leur regard. « Eugène, ça fait longtemps !» s'exclama Tatiana, plutôt bonne actrice. Il vint s'asseoir à côté d'elle, un siège s'était justement libéré. Sur la vitre noire qui réfléchissait son visage, un front endormi avait imprimé un petit disque de graisse comme un tampon discret dans un carnet de voyage. Peut-être quelqu'un qui avait voulu laisser une trace de son passage. Tatiana se voyait elle aussi dans la vitre, à l'oblique, alors qu'accélérait le train en rugissant. Les démarrages, les virages et les freinages de la ligne 14 sont notoirement malveillants. On ne peut tranquillement ni s'y tenir debout, ni bavarder, ni lire. Mais elle nous emmène loin, très vite. C'est l'avantage. Tatiana fixait toujours la vitre qui réfléchissait leurs deux visages. Eugène lui cria « Qu'est-ce que tu deviens ? Je ne savais pas que tu étais enceinte. » Elle ne l'était pas.
Cependant, il lui était difficile de contredire Eugène, car elle arborait sur son duffel-coat un énorme badge où une tête de nourrisson hilar déclarait en lettres capitales dans une grande bulle blanche « Bébé à bord » et en plus petit dessous « Merci de me céder votre place ». Il était donc logique qu'Eugène, que cette conclusion ravageait, et qui d'ailleurs était surpris de s'en trouver si affligé, en déduise cette chose-là. Il y avait une explication qui ne pouvait être donnée dans l'immédiat, à cause de la rareté des sièges inoccupés dans le métro parisien entre 8 et 9 heures du matin. Tatiana avait acheté quelques mois auparavant ce précieux sésame, immédiat libérateur de strapontin. Elle adorait voir les gentils passagers notant son badge se lever, bondir de leur place comme si elle leur brûlait les fesses. Elle les remerciait bien, avec de fins sourires de vierge. Et puisque son état n'avait rien de secret, il déclenchait des conversations hurlées sur les prénoms, la layette, l'accouchement, la péridurale, les crèches, l'allaitement, etc. Je vais m'arrêter là pour ce premier extrait. Comme vous avez pu voir, c'est un livre qui est à la fois très poétique et qui a aussi son côté un petit peu humoristique, qui est très sympathique. Donc si vous voulez le lire, surtout n'hésitez pas. Je vais passer maintenant au second livre, qui est Tous nos jours parfaits, de Jennifer Niven, qui est lui aussi une romance, beaucoup plus sombre, on va dire, avec deux personnages qui ont envie de se suicider, mais qui, heureusement, en s'apprivoisant l'un l'autre, vont réussir à ne pas passer le pas et ne pas se suicider. Donc le premier chapitre concerne Finch. Finch, 6e jour d'éveil. Est-ce un bon jour pour mourir ? Voilà ce que je me demande le matin quand je me lève. Et pendant ma 3e heure de cours, alors que je m'efforce de garder les yeux ouverts malgré monsieur Schroeder qui radote. Le soir au dîner, en passant le plat de petits pois. La nuit dans mon lit, lorsque je n'arrive pas à éteindre mon cerveau qui tourne à vide. Est-ce le jour J ? Et si ce n'est pas aujourd'hui, alors quand ? Voilà ce que je me demande, perché sur un étroit parapet, à 20 mètres au-dessus du sol. Je suis si haut que je suis pratiquement au ciel. Lorsque je baisse les yeux vers le sol, je vois le monde tournoyer. Je ferme les yeux, savourant cette sensation. Peut-être que cette fois, je vais le faire, me laisser porter par les airs, comme si je flottais dans une piscine, que je dérivais sans but précis jusqu'au néant. Je ne me rappelle pas être montée ici. En fait, je ne me rappelle pas grand-chose avant dimanche. En tout cas, rien de ce qui s'est passé cet hiver. C'est chaque fois pareil, le vide, puis le réveil. Comme ce vieux bonhomme barbu, Rip Van Winkle. Je vais, je viens. On pourrait croire que je m'y suis habituée à force. Mais là, c'était pire, parce que je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours, voire même une semaine ou deux. Je n'ai rien vu des fêtes, ni Thanksgiving, ni Noël, ni le Nouvel An. Je ne saurais dire ce qui était différent cette fois, sauf que quand je me suis réveillée, je me sentais encore plus mort que d'habitude. Réveillée certes, mais complètement vidée, comme si on avait bu tout mon sang. Ça fait 6 jours que j'ai émergé, et c'est la première fois que je remets les pieds au lycée depuis le 14 novembre. Quand je rouvre les yeux, le sol est toujours là, dur et inamovible. Je suis perchée en haut du clocher du lycée sur un parapet d'une dizaine de centimètres de large. Le haut de la tour n'est pas très grand, avec juste une petite plateforme en béton tout autour de la cloche, cernée d'un muret de pierre que j'ai enjambé pour venir ici. De temps à autre, je cogne ma jambe dedans afin de me rappeler qu'il est bien là. J'ai les bras écartés comme si je faisais un sermon et que cette ville moyenne et morose était ma paroisse. Je crie « Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ma mort. » On pourrait espérer que j'ai davantage envie de vivre, vu que je viens de me réveiller et tout, mais c'est seulement quand je suis éveillée que je pense à la mort. J'ai pris le ton d'un prédicateur à l'ancienne, scandant la dernière syllabe des mots d'un hochement de tête, si bien que j'ai failli perdre l'équilibre. Je me retiens au muret, soulagée que personne ne semble m'avoir remarqué parce que, sincèrement, c'est dur de jouer le gars sans peur et sans reproche quand on se cramponne à la rambarde comme une poule mouillée. Moi, Théodore Finch, n'étant pas saint d'esprit,
Je lègue toutes mes possessions terrestres à Charlie Donahue, Brenda Shank-Kravitz et mes sœurs. Tous les autres peuvent aller se faire. Notre chère maman nous a appris très tôt à épeler ce mot plutôt que de le prononcer, ou, mieux, à ne pas l'épeler du tout. Et hélas, ça m'est resté. La cloche a beau avoir sonné, quelques-uns de mes camarades de classe s'attardent encore dans la cour. On vient juste d'entamer le second semestre de terminale, mais pour certains, le lycée s'est déjà dû passer. L'un d'eux lève la tête vers moi comme s'il m'avait entendu, mais les autres ne me regardent pas. Soit ils ne m'ont pas repéré, soit ils m'ont vu, mais bah, c'est juste ce filet de Théodore. En bas, le gars tourne la tête et montre un truc dans les airs. D'abord, je crois que c'est moi, puis je la remarque, la fille. Elle est perchée sur le parapet de l'autre côté du clocher. Cheveux blonds foncés volant au vent, jupe gonflée comme un parachute. Bien qu'on soit au mois de janvier, et dans l'Indiana, elle est en collant, ses bottes à la main, fixant ses pieds, ou le sol. Difficile à dire. Elle a l'air pétrifiée sur place. De ma voix normale et pas de prédicateur, j'affirme d'un ton posé. Mieux vaut éviter de regarder vers le bas, croisant mon expérience. Elle tourne lentement la tête vers moi. Je la reconnais, je l'ai croisée dans les couloirs. Je ne peux pas résister. Tu viens souvent ici ? Parce que c'est un de mes spots préférés et je ne me rappelle pas t'avoir déjà vu dans le coin. Ça ne la fait pas rire. Elle ne cille même pas. Elle se contente de me dévisager de derrière ses lunettes qui lui mangent le visage. Je vais m'arrêter là aussi pour cet extrait de Tous nos jours parfaits. J'espère que ça vous a donné envie de lire la suite. Je vais continuer avec le troisième extrait, qui est un extrait de Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Pareil, on n'est pas forcément dans un livre très joyeux, puisque là, je vais pas vous le dire tout de suite, je vais vous le lire, vous allez tout de suite comprendre. J'ai toujours été rebutée par l'idée de me contempler dans un miroir. La petite fille aux longs cheveux blonds, timide, réservée et nerveuse qui m'observait fixement était une étrangère que je n'acceptais pas. Je ne la comprenais pas. Elle m'effrayait même. Je l'ai donc évitée le plus longtemps possible. Elle est revenue à la charge à l'adolescence. Son image me dégoûtait toujours autant. Je crois que c'était même pire. Elle possédait un visage aux joues creuses, mangé par de trop grands yeux, un cou immense, des côtes saillantes, des hanches pointues et des jambes si osseuses que ses genoux évoquaient 2 balles de tennis greffées par erreur. Je n'aimais pas ce que j'étais, soit à quoi je ressemblais. M'observer nue était aussi désagréable que fascinant et faisait naître en moi un profond sentiment d'injustice. Je mangeais comme 4 sans restriction, mais j'étais maigre comme un clou, alors que j'aurais tellement aimé être comme tout le monde. Mon corps a vraiment commencé à me faire honte vers l'âge de 12 ans. Alors que certaines de mes copines de collège se flattaient de déjà posséder une paire de seins qui attiraient l'œil, je devais me contenter d'une poitrine n'évoquant rien de plus qu'une planche à pain. Je le vivais très mal. Aussi, un jour où nous avions natation, j'ai inséré des boules de coton dans mon maillot de bain. L'illusion était efficace, mais lorsque je suis sortie de l'eau, j'ai perdu mes faux seins. Tout le monde s'est moqué de moi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Un morceau de ouate était en train de s'échapper juste sous l'aisselle. J'étais morte de honte. Je suis partie me cacher dans les vestiaires pour pleurer. Ce jour-là, j'ai hérité du surnom de coton-tige. Ça m'a poursuivi jusqu'au lycée. J'ai tellement détesté cette période. Les hormones, les règles, la puberté, tardive chez moi, je ne me supportais plus. La vision que j'avais de mon corps s'était tellement dégradée que je m'étais enfermée dans un mutisme presque maladif, obligeant mes parents à me faire subir des séances de psy, une batterie d'examens et divers tests qui peut-être auraient révélé un autisme ignoré de tous jusque-là. Mais je n'avais rien. Pas le moindre trouble neurologique. Le problème, c'était moi, mon enveloppe charnelle et tout le mal que j'en pensais. Tous les encouragements du monde n'auraient pas suffi à me faire changer d'avis. Alors, j'ai continué à grandir avec ce malaise, cette dépréciation, cette obsession. Vers 14 ans, mes seins n'avaient guère grossi. Mon visage était désormais constellé d'acné et mes épaules, à force de nager, auraient pu défoncer des portes.
Je m'étais un peu remplumée, certes, musclée aussi, mais pas suffisamment pour qu'on arrête de me qualifier de maigre, d'anorexique souvent. Avec 1,62 m pour 40 kilos, j'étais la moche, le laidron, le sac d'os, celle à qui on mettait -1 sur une échelle de beauté allant de 0 à 10, ou +10 dans le top 10 des tons. Rien ne contribuait à mon épanouissement personnel. Je n'avais aucune envie de me défendre, je leur donnais raison. Ça m'a rendue agressive, amère, antipathique et infréquentable. J'étais malheureuse comme une pierre, mais je ne laissais aucune chance à personne. On ne pouvait pas m'approcher. Puis le déclic a eu lieu. C'était à la fin de la seconde. Mes parents sont enseignants, alors pour fêter mon passage en première, ils m'ont proposé de dîner dans un restaurant italien. J'adorais les pizzas. On a pris une table, passé commande, puis j'ai remarqué la grosse dame qui déjeunait juste à côté de nous. Elle était plus obèse que tous les obèses que j'avais déjà croisés. La peau débordante, flasque, les joues rouges de chaleur et le front moite de transpiration. Elle mangeait, engloutissait, gobait d'énormes bouchées de nourriture, alors que devant elle s'étendaient encore plusieurs plats. Pâtes en sauce, salade géante, antipasti, légumes marinés dans l'huile, pain frotté à l'ail. Elle se goinfrait, semblant se ficher royalement des regards posés sur elle. Du mien. Et je l'ai enviée pour ça. Je me souviens être restée un long moment à la dévisager, à suivre ses moindres faits et gestes, jusqu'à ce que ma mère me fasse remarquer que ce n'était pas des façons. Mais cet instant devait rester gravé dans ma mémoire à jamais. J'allais avoir 16 ans, et j'avais enfin compris qu'il était temps de me prendre en main, qu'inverser la vapeur ne dépendait que de moi, car alourdi par la mésestime de soi, l'humain ralentit. Les doutes le font stagner, la peur reculer. Je devais avancer, au risque de pourrir de l'intérieur. Mon futur en dépendait. Sans même le savoir, cette femme à l'insatiable appétit venait de changer le cours de mon destin. J'ai pris une décision, celle de devenir quelqu'un d'autre. Une jeune femme dont j'aimerais le reflet, l'allure et l'existence. Quelqu'un comme tout le monde. J'avais une solution toute faite. Arrêter la natation, manger, dévorer. Dans 1 an, j'aurai un corps de rêve. 3 ans plus tard, en juillet 2006, on se retrouve dans le même restaurant, à la même table. J'ai un bac fraîchement en poche et 25 kilos en plus. 1,65 m, 65 kilos. J'étais passée du 36 au 40, mais à ce détail près, rien n'avait vraiment changé pour moi. Pas plus le regard des autres que celui que je me portais. Avec des fesses charnues, des hanches arrondies et de bonnes cuisses, on m'appelait désormais la ronde. En prenant de l'âge, j'ai réalisé que j'étais devenue ce genre de fille qu'on classe dans la catégorie des acceptables. Celles qu'on ne baiserait pas de prime abord, mais qui font l'affaire faute de mieux. Et bien sûr, toujours pas de sein pour compenser tout ça. Le drame de ma vie. Je vais m'arrêter là aussi pour cet extrait. Donc comme vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se sent extrêmement mal dans sa peau. Et au début, on fait un peu un état des lieux de sa vie d'avant. Et on va la voir plutôt dans la trentaine, je crois, si je me souviens bien. Parce que ça fait plusieurs années que j'ai lu ce livre, donc je ne me souviens pas extrêmement bien des détails. Mais en tout cas, on va voir plutôt une jeune femme dans la trentaine ou à la fin de la vingtaine. Et comment est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir dans cette boucle. Et elle va se faire aider par des professionnels, elle va aller dans une sorte d'hôpital particulier. Voilà, donc c'était un très beau livre, très touchant, et qui faisait vivre beaucoup d'émotions, donc j'espère que vous essayerez de le lire aussi. On va passer au 4e livre, qui est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, d'après une idée originale d'un autre auteur, je ne sais plus qui c'est, mais qui n'a pas écrit le livre parce que d'après ce que je me souviens, cette personne est morte avant d'avoir pu l'écrire, ou en tout cas la finaliser. Quelques minutes après minuit. Le monstre apparut juste après minuit, comme tous les monstres. Connor était réveillé. Il venait de faire un cauchemar. Enfin, pas un cauchemar, le cauchemar. Celui qu'il faisait très souvent ces derniers temps.
celui avec les ténèbres et le vent et le hurlement, celui avec les mains qui glissent des siennes, malgré tous ses efforts pour les cramponner, celui qui se terminait tout le temps par « Va-t'en !» chuchota Connor dans l'obscurité de sa chambre en essayant de repousser le cauchemar, de l'empêcher de le suivre dans le monde du réveil. « Va-t'en maintenant !» Il jeta un coup d'œil sur le réveil que sa maman avait placé sur la table de chevet. Minuit 7. Bien tard pour un dimanche, pour une veille d'école. Il n'avait parlé à personne du cauchemar, pas à sa mère évidemment, mais à personne d'autre non plus, ni à son père quand il lui téléphonait tous les 15 jours ou presque, sûrement pas à sa grand-mère, et encore moins à quelqu'un de l'école. Vraiment personne. Ce qui se passait dans le cauchemar, personne n'avait besoin de le savoir. Connor cligna des yeux puis plissa le front. Quelque chose lui échappait. Il se redressa dans son lit, sortant un peu plus du sommeil. Le cauchemar s'évanouissait, mais il y avait autre chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Quelque chose de différent, quelque chose de... Il écouta, aux aguets dans les ténèbres, mais il n'entendait rien d'autre que la maison silencieuse. Un craquement parfois au rez-de-chaussée désert, ou un froissement de couverture dans la chambre de sa maman à côté. Rien. Et puis, quelque chose. Ce quelque chose qui justement l'avait réveillé. Quelqu'un l'appelait par son prénom. Connor. Il sentit la panique le submerger et lui tordre le ventre. Est-ce que le monstre l'avait suivi? Est-ce qu'il avait réussi à quitter le cauchemar et à... Ne sois pas ridicule, se dit-il. Tu es trop vieux pour croire au monstre. Connor. Et c'était vrai. Il avait eu 13 ans le mois dernier. Les monstres, c'était pour les bébés, pour les pissolis, pour les... Connor. Non, ce n'était pas le vent. C'était vraiment une voix, mais il ne la reconnaissait pas. Pas celle de sa mère, sûrement pas. Ce n'était pas du tout une voix de femme. Il se demanda un instant, bêtement, si son père n'était pas revenu d'Amérique sans prévenir, arrivant trop tard pour téléphoner et... Connor. Non, pas son père. Cette voix avait un écho particulier, un écho sauvage, monstrueux. Alors, il entendit un grand craquement au dehors, comme si quelqu'un de gigantesque marchait sur un plancher. Il ne voulait pas aller voir, et en même temps, une partie de lui le voulait plus que tout. Complètement réveillé maintenant, il repoussa les couvertures, sortit de son lit et gagna la fenêtre. Dans la pâle lumière de la demi-lune, il distinguait nettement le clocher sur la petite colline derrière sa maison, la voie ferrée qui la contournait, la faible lueur de ses lignes d'acier. La lune brillait aussi sur le cimetière de l'église, rempli de pierres tombales devenues presque illisibles. Connor voyait aussi le grand if qui poussait au centre du cimetière, un arbre si vieux qu'il semblait fait de la même pierre que l'église. Il savait que c'était un if parce que sa mère le lui avait dit. D'abord pour être sûr qu'il ne mangerait pas de ces baies qui étaient toxiques, et encore cette année, quand elle s'était mise à regarder par la fenêtre de la cuisine avec un drôle d'air en disant « C'est un if, tu sais ». Puis il entendit son prénom encore une fois. Connor, comme chuchoté dans ses deux oreilles en même temps. « Oui, quoi ?» s'écria-t-il, le cœur battant, soudain impatient de savoir ce qui allait se passer. Je vais m'arrêter là aussi pour cet extrait. Il y a un côté un petit peu fantastique et à la fois c'est extrêmement touchant. Ça parle pas d'amour pour une fois, vous allez dire, mais c'est quand même très très touchant. Enfin, quand je dis que ça parle pas d'amour entre un homme ou une femme, ou entre le petit garçon et quelqu'un d'autre, ou même un amour homosexuel, mais voilà, pas ce genre d'amour. Et il y a un autre type d'amour dedans qui est très très fort, très puissant et qui explique toutes ces histoires de monstres. Et j'ai versé mes plus belles larmes à la fin. Donc voilà, c'est un livre qui vaut vraiment le détour. Maintenant, le livre suivant, et c'est Maybe Someday de Colleen Hoover, que vous connaissez très certainement. Je ne présente plus Colleen Hoover, qui est une autrice de romance qui est très connue aux États-Unis, mais aussi en France, je pense.
et Maybe Someday est, je pense encore à ce jour, la meilleure romance de cet auteur que j'ai lu. Donc je vais commencer et je vais vous lire le prologue qui est écrit du point de vue de Sydney, le personnage féminin principal. J'ai fichu mon poing dans la tronche d'une fille. Pas n'importe quelle fille. Ma meilleure amie. Ma coloc. Enfin, depuis 5 minutes, je devrais plutôt dire mon ex-coloc. Elle s'est presque aussitôt mise à saigner du nez, et sur le moment, je m'en suis voulu. Puis je me suis rappelé quelle petite salope, quelle menteuse c'était, alors ça m'a donné envie de recommencer. Jusqu'où je serais allée si Hunter ne s'était pas interposé. C'est donc lui qui a pris à sa place. Malheureusement, il s'en est très bien tiré, beaucoup mieux que maman. Mettre un coup de poing, ça fait 10 fois plus mal que je ne l'aurais imaginé. Mais je ne passe pas ma vie à imaginer ce qu'on éprouve à boxer les gens. N'empêche que l'idée me démange encore quand je vois apparaître un SMS de Ridge sur mon téléphone. Celui-là aussi, je l'attends au tournant. Je sais que, techniquement parlant, il n'a rien à voir dans la situation pourrie que je traverse, mais il aurait pu se manifester un peu plus tôt. Alors oui, je le cognerai bien à son tour. Ridge, ça va ? Tu veux monter jusqu'à ce que la pluie s'arrête ? Bien entendu, je n'ai aucune envie de monter. J'ai assez mal au poing comme ça. Je décidai d'aller rejoindre Ridge dans son appartement. Ça serait encore pire une fois que j'en aurais fini avec lui. Je jette un coup d'œil vers son balcon. J'aperçois sa silhouette tournée vers moi, adossée à la porte-fenêtre, son téléphone à la main. La nuit est presque tombée, mais les réverbères du parc illuminent son visage. Je distingue ses yeux noirs et son petit sourire triste. Au fait, pourquoi suis-je en rogne contre lui ? De sa main libre, il dégage les mèches de son front comme pour mieux souligner son air inquiet. À moins que ce ne soit une expression de regret comme il se doit. Je préfère ne pas répondre. Alors il hausse les épaules, l'air de dire « c'est toi qui vois », puis referme la porte-fenêtre derrière lui. Je range mon téléphone dans ma poche avant qu'il ne soit complètement inondé et contemple le parc de la résidence où je vis depuis 2 mois. Quand nous avons emménagé ici, le brûlant été du Texas achevait d'avaler les restes du printemps, mais ce jardin semblait vouloir encore s'accrocher à la vie. D'éclatants buissons d'hortensias bleu vif et mauve longeaient les allées menant des immeubles à la fontaine centrale. Au cœur de l'étouffant mois d'août, cette dernière est tarie depuis longtemps, et les hortensias n'affichent plus qu'un souvenir flétri de mon excitation lorsque Tori et moi nous sommes allés ici. Nous sommes installés ici. Une triste ambiance qui reflète mon état d'esprit aujourd'hui. Triste et flétri. Assise au bord de la silencieuse fontaine en ciment, les coudes appuyés sur les 2 valises qui contiennent à peu près tout ce que je possède, j'attends le taxi. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il va me conduire. Tout ce que je sais, c'est que je préfère me retrouver n'importe où plutôt qu'ici. Autrement dit, je suis à la rue. Je pourrais appeler mes parents, mais ce serait le meilleur moyen de me voir infliger tous les « on te l'avait bien dit » de la terre. On t'avait bien dit de ne pas partir si loin, Sydney. On t'avait bien dit de ne pas t'engager avec ce garçon. On t'avait bien dit que si tu choisissais la prépa de droit plutôt que la musique, nous paierions tes études. On t'avait bien dit de sortir le pouce avant de frapper. Bon, ils ne m'ont sans doute jamais vraiment parlé de technique de boxe, mais eux, qui ont constamment raison sur tout, ils auraient peut-être dû. Je serre le poing, ouvre les doigts, les referme. Ma main me fait encore très mal. Je devrais y mettre de la glace. Dire que les mecs passent leur temps à taper avec, ça craint. Et vous savez aussi ce qui craint ? La pluie. Elle trouve toujours le pire moment pour tomber, comme maintenant, alors que je n'ai nulle part où aller. Je vais m'arrêter ici pour cet extrait. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce livre, à part qu'il est très bien et que j'avais passé un excellent moment de lecture. Il était pas forcément très dramatique comme peut le faire Colleen Hoover. C'était plus dans la gaieté et des choses mignonnes plutôt que des choses très tristes de mes souvenirs, mais peut-être que je me trompe. Et ça parlait de musique. Et donc c'était un environnement très que j'avais beaucoup aimé. On va finir cette vidéo, ou en tout cas ce podcast, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce petit rendez-vous par A comme aujourd'hui de David Levitan,
je ne sais pas comment prononcer, qui est un livre qui finalement aujourd'hui que je porte un peu moins dans mon cœur, on va dire, ou en tout cas qui a moins d'impact que ce que j'aurais cru, mais qui est quand même un très très bon livre, qui est une romance avec un personnage particulier qui change de corps tous les jours. Donc je vais commencer la lecture. 5994e jour. Je me réveille. Aussitôt je dois déterminer qui je suis. Il n'est pas seulement question de mon corps. Ouvrir les yeux et découvrir si la peau de mon bras est claire ou foncée, si mes cheveux sont longs ou courts, si je suis gros ou maigre, garçon ou fille, couvert de cicatrices ou lisse comme un bébé. S'adapter au physique, c'est finalement ce qu'il y a de plus facile quand on se réveille chaque matin dans un corps différent. Non, le véritable défi, c'est d'appréhender la vie, le contexte de ce corps. Chaque jour, je suis quelqu'un d'autre. Je suis moi-même, je sais que je suis moi-même, mais je suis aussi quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça depuis toujours. L'information est là. Je me réveille, j'ouvre les yeux. Je comprends qu'il s'agit d'un nouveau matin, d'un nouveau lieu. La biographie surgit, cadeau très utile de cette partie de ma tête qui n'est pas moi. Aujourd'hui, je suis Justin. Je le sais, c'est tout. Je m'appelle Justin. Et en même temps, je sais que je ne suis pas vraiment Justin. Je ne fais que lui emprunter sa vie le temps d'une journée. Je regarde autour de moi et je sais que je me trouve dans sa chambre, qu'on est chez lui. Dans 7 minutes, le réveil va sonner. Je ne suis jamais 2 fois la même personne, mais pas de doute, j'ai déjà été quelqu'un dans son genre. Des vêtements qui traînent partout, beaucoup plus de jeux vidéo que de livres, un garçon qui ne change pas de caleçon pour dormir, et d'après le goût dans sa bouche, un fumeur, mais pas accro au point de devoir en griller une au saut du lit. « Salut Justin », dis-je pour tester sa voix. Grave, la voix sonne toujours différemment dans ma tête. Justin ne prend pas soin de lui-même. Son cuir chevelu le démange, ses paupières sont lourdes, il n'a pas beaucoup dormi. Je sais déjà que je ne vais pas aimer cette journée. Ce n'est pas évident d'être dans le corps de quelqu'un que l'on n'aime pas, car il faut tout de même le respecter. Par le passé, j'ai causé des dégâts dans la vie des gens, et ce qui m'en est resté, c'est que chaque fois que je me laisse aller, cela me hante. Du coup, j'essaie d'être prudent. Pour autant que je sache, toutes les personnes qui me prêtent leur corps ont le même âge que moi. Je ne passe pas de 16 à 60 ans. Pour le moment, je m'en tiens à 16. Je ne sais pas comment ça marche, ni pourquoi c'est ainsi. Il y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Jamais je ne comprendrai, mais au fond, même les personnes normales ne saisissent pas tout de leur existence. Avec le temps, il faut accepter le fait qu'on est, tout simplement. Nul ne saura jamais pourquoi. On peut élaborer des théories, mais on n'obtiendra jamais de preuves. Je peux accéder aux faits, pas aux sentiments. Je sais que c'est la chambre de Justin, mais j'ignore si elle lui plaît ou non. A-t-il envie de tuer ses parents dans la chambre d'à côté ? Serait-il perdu si sa mère ne passait pas s'assurer qu'il s'est bien réveillé ? Impossible à dire. Mes émotions remplacent toujours celles de la personne dont j'occupe le corps. Et bien que je sois contente de conserver mes propres pensées, un petit indice quant aux siennes me serait souvent très précieux. On est tous remplis de mystères, surtout vus de l'intérieur. Je vais m'arrêter là aussi pour cet extrait. C'est assez poétique dans un certain sens et il y a une belle leçon de morale sur l'acceptation des autres, l'amour qu'on peut recevoir et qu'on peut donner, peu importe finalement l'enveloppe charnelle de la personne, que ce soit un homme, une femme ou que ce soit aucun des deux, les deux en même temps ou comme le personnage là, finalement c'est l'intérieur qui compte. Et je pense que c'est ça qui m'a surtout plu dans ce livre-là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, ça fait déjà un petit moment que ça tourne. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir des retours pour savoir si je continue de faire ce format-là parce que, comme vous voyez, ça prend quand même beaucoup de temps à faire et je vous avoue, je n'ai plus de voix à force de parler. Donc dites-moi si ça vous convient, si vous voulez, si vous trouvez que ce n'est pas utile, si au contraire vous aimeriez
Je ne sais pas, que ce soit plus long, les extraits, mais que j'en choisisse moins, ou que ce soit plus court parce que là c'est trop long et que vous n'avez pas besoin d'autant. J'ai vraiment besoin en fait de vos retours pour savoir si c'est utile de continuer ou pas. Encore merci d'être resté avec moi et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un nouveau rendez-vous lecture à la nuit si celui-ci vous a plu.